Une énorme mise à jour dans l'affaire Luigi Mangione. Un juge de New York semble avoir pris le parti de la défense et a rejeté 2 des chefs d'accusation liés au meurtre du président-directeur général de United Healthcare, Brian Thompson. Nous analysons les dernières informations alors que les procureurs veulent toujours fixer une date de procès. Merci de nous suivre sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Mardi, un juge de New York a abandonné les accusations de terrorisme et l'une des autres charges graves contre Luigi Mangione, dont le meurtre au premier degré. Les partisans de Luigi Mangione sont venus tôt mardi matin avec des t-shirts et casquettes « Libérez Luigi » pour voir le jeune homme de 27 ans. Mardi, Luigi Mangione comparaissait pour la première fois depuis février devant un tribunal de l'État de New York. Ses avocats espéraient faire annuler les charges. La défense soutient que les accusations de terrorisme sont insuffisantes légalement et demande l'annulation de l'acte d'accusation, invoquant la double incrimination. Elle réclame aussi la suspension de la procédure d'État en attendant l'affaire fédérale. Mais voici ce que le juge a décidé de faire. Le juge Gregory Caro a statué sur l'abandon de 2 chefs d'accusation de meurtre liés à des actes de terrorisme. Donc, cela signifie que le juge dit que les chefs d'accusation 1 et 2 de l'acte d'accusation sont abandonnés. Les chefs d'accusation étaient le meurtre au premier degré et au second degré, tous 2 liés à un acte de terrorisme. Le juge a rejeté ces chefs d'accusation, les jugeant légalement insuffisants. Dans sa décision de 12 pages, le juge Caro a d'abord exposé les faits de l'affaire. Le 4 décembre, Brian Thompson a été tué devant un hôtel à Midtown Manhattan. La vidéosurveillance a filmé un homme masqué en noir avec un sac à dos sortir une arme et tirer sur le président-directeur général dans le dos et la jambe. Juste avant la fusillade, cet homme a bu d'une bouteille d'eau, l'a jetée, a laissé tomber un téléphone et abandonné son sac à dos à Central Park. Lorsque les enquêteurs ont récupéré les éléments balistiques sur les lieux, ils ont trouvé 3 douilles désormais tristement célèbres avec les mots « déposé »,« retardé » et « nié » écrits dessus. Si vous avez suivi l'affaire, vous savez la suite. Les enquêteurs suivent le tireur jusqu'à une auberge de jeunesse au nord de Manhattan. Le tireur aurait utilisé une fausse identité au nom de Mark Rosario, menant les enquêteurs en Pennsylvanie. 5 jours après la mort de Brian Thompson, Luigi Mangione a été arrêté dans un McDonald's à Altoona. Une arme de 9 mm a été retrouvée dans son sac à dos, ainsi que des munitions, un silencieux, un faux permis de conduire du New Jersey au nom de Mark Rosario, de l'argent liquide, un passeport et un carnet contenant les prétendues notes de journal de Luigi Mangione. D'après les documents du tribunal, le sac à dos contenait 2 lettres, une pour sa famille, l'autre pour le FBI. L'analyse balistique révèle que les douilles proviennent de l'arme trouvée dans son sac à dos. Son acide désoxyribonucléique a été retrouvé sur la bouteille d'eau sur place, le téléphone portable et le sac à dos jeté par le tireur, ainsi que ses empreintes digitales sur la bouteille d'eau et l'emballage de la barre Kind. Vous vous demandez sûrement comment le juge a-t-il pu abandonner les charges malgré toutes ces preuves, quoi? Il avait ses raisons. Selon sa décision, l'État affirme que les notes du journal de Luigi Mangione retrouvées dans son sac à dos prouvaient une intention terroriste. Mais le juge affirme que ces écrits ne soutiennent finalement pas l'argument de l'État. Le juge a écrit « L'objectif apparent du prévenu, selon ces écrits, n'était pas de menacer, intimider ou contraindre, mais d'attirer l'attention sur ce qu'il voyait comme la cupidité de l'industrie de l'assurance et possiblement d'impacter négativement les finances de l'entreprise. » Le prévenu a indiqué vouloir diffuser un message et obtenir le soutien du public sur les problèmes de notre système de santé. Le prévenu s'est démarqué de Ted Kaczynski, l'Unabomber, qui envoyait des colis piégés à des innocents et était devenu un terroriste, la pire chose possible. La juge a écrit « La façon dont le prévenu décrit ses actes n'est pas décisive, et sans autre preuve d'intention terroriste, les écrits n'apportent pas cette preuve, contrairement à ce qu'affirme l'accusation. » Saskasestan, Inekaeti Atis. L'accusation a prouvé que le prévenu a assassiné Brian Thompson lors d'une exécution préméditée. Cela ne signifie pas pour autant que le prévenu l'a fait avec une intention terroriste. Les procureurs ont affirmé que les employés de United Healthcare ont eu peur après le meurtre de Brian Thompson et que certains ont reçu des menaces. Mais la juge a déclaré que les employés recevaient déjà des menaces même avant le meurtre de Brian Thompson. Cependant, dans sa décision, il a écrit, je cite, « Chaque meurtre a le potentiel de susciter un certain degré de peur. » Même si un meurtre survient dans le métro et suscite la peur chez les passagers, cela ne prouve pas l'intention de l'accusé ni ne permet de qualifier légalement l'acte de terrorisme. Dans sa décision, il écrit « Certes, le crime ici n'est pas un simple crime de rue,
Mais cela ne signifie pas que tous les crimes hors rue relèvent de la loi sur le terrorisme. Bien que l'accusation mette fortement l'accent sur le motif idéologique des accusés, rien dans la loi n'indique qu'un meurtre commis pour des raisons idéologiques, en l'occurrence le désir apparent de l'accusé d'attirer l'attention sur ce qu'il percevait comme des inégalités ou de la cupidité au sein du système de santé américain, correspondent à la définition du terrorisme sans établir l'élément nécessaire d'une intention d'intimider ou de contraindre. D'après l'Associated Press, le palais de justice de l'État de New York a éclaté en acclamations et en applaudissements lorsque la nouvelle est tombée que les accusations de terrorisme avaient été abandonnées. Mais pour la défense et même pour ses partisans, il n'est pas complètement tiré d'affaire. Il fait toujours face à une accusation de meurtre au second degré, ainsi qu'à d'autres chefs d'accusation comme la possession criminelle d'une arme, la possession criminelle d'une arme à feu chargée, la possession d'un instrument falsifié, la possession criminelle d'un fusil d'assaut, la possession criminelle d'un chargeur de munitions et la possession criminelle d'une arme fantôme. Et ce n'est que pour l'affaire de l'État de New York. Dans l'affaire fédérale à New York, il est accusé de 2 chefs de harcèlement, d'un chef de meurtre avec arme à feu et d'une autre infraction liée aux armes. En Pennsylvanie, il est accusé de port d'armes sans permis, falsification, fausse identification et possession d'instruments de crime. Quelles sont les prochaines étapes pour Luigi Mangione? Il s'agit de déterminer si l'affaire sera jugée d'abord par les procureurs de New York, de Pennsylvanie ou les fédéraux qui demandent la peine de mort. Je suis rejointe par l'avocat Rich Schoenstein. Rich, toujours un plaisir. Merci d'être là aujourd'hui. Es-tu étonné que le juge ait retiré les accusations de terrorisme dans l'affaire contre Luigi? Je dois dire que je suis surpris et je dirais 2 choses un peu contradictoires. D'accord. D'une part, j'ai toujours pensé que l'accusation de terrorisme était exagérée et qu'il serait difficile pour les procureurs de la maintenir, mais je suis surpris que le juge l'ait retirée de l'affaire avant le procès. Je partage ces 2 points de vue. Que pensez-vous de sa décision affirmant que les employés de United Healthcare recevaient déjà des menaces avant le meurtre de Brian Thompson et de sa remarque selon laquelle chaque meurtre peut susciter de la peur sans pour autant correspondre à la définition légale du terrorisme? Je suis d'accord avec ça. J'ai lu son analyse. J'ai trouvé que c'était une opinion assez bien argumentée et assez concise. Je vais vous dire une phrase qui m'a marqué. Il dit à la page 5 de l'analyse juridique que le tribunal notera que le terme terrorisme a été notoirement difficile à définir. Et pour moi, c'est exactement ça le problème. Il est impossible de le définir précisément. Aucune mesure objective n'est impliquée. Vous n'avez pas besoin de tuer un certain nombre de personnes ou de tirer sur un certain nombre de personnes ou de faire une demande particulière ou d'avoir un objectif précis en tête pour que ce soit du terrorisme. Et le fait que des membres du secteur de l'assurance étaient déjà inquiets à cause de l'opinion publique à leur égard, cela ne sort absolument pas ce cas du cadre du terrorisme, selon moi. Donc, j'ai trouvé que c'était une décision plutôt bien rédigée. Au fond, je ne suis pas d'accord avec elle. Intéressant. Pouvez-vous en dire plus? Je ne suis pas d'accord car je pense que cela devrait revenir au jury. Moi, je pense qu'il n'est pas entièrement clair, sans une présentation complète des preuves lors du procès, quel était le mobile de ce crime et quelle était l'intention derrière ce crime. Et s'il pouvait être prouvé au-delà de tout doute raisonnable devant un jury que cette fusillade a été commise précisément pour provoquer la peur parmi les membres de l'industrie de l'assurance ou pour attirer l'attention sur elle ou pour inciter le gouvernement à agir ou pour provoquer un changement, cela pour moi la place potentiellement dans le champ du terrorisme, au moins suffisamment pour que j'accorde à 12 jurés la possibilité de se réunir, de débattre de la question et de prendre une décision. Ils pourraient finalement ne pas qualifier cela de terrorisme, ce qui serait très bien. C'est ainsi que fonctionne la justice. Mais je ne sais pas s'il faut leur retirer cette possibilité. Je ne suis pas d'accord que le juge retire cette décision au jury à ce stade. Et il semblait que, dans l'ensemble, les prétendues entrées de journal de Luigi Mangione étaient en quelque sorte au centre de l'accusation de terrorisme portée contre lui devant le tribunal d'État. Et les écrits étaient plutôt intéressants.
Je dirais ici de façon vague qu'il s'est comparé au Unabomber, mais précisait que ce dernier allait plus loin en tuant des civils. Alors que si ces écrits venaient de Luigi Mangione, comme le prétendent les procureurs, il semble qu'ils aient un argument assez solide pour la préméditation, parce que l'essentiel du meurtre de Brian Thompson était censé apporter ce changement révolutionnaire dans l'industrie de la santé. Au lieu de prendre la voie qui visait des civils innocents, c'était vraiment dirigé et planifié contre le président directeur général. Mais qu'en penses-tu? Oui, eh bien, c'était clairement prémédité. Je veux dire, prémédité signifie que c'était planifié, et là, c'était planifié de façon impeccable. Il a franchi les frontières des États. Au fait, je pars du principe que les allégations sont exactes pour les besoins de cette discussion. Il bénéficie bien sûr du droit à un procès équitable. Il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, et cela doit encore être prouvé lors du procès. Et tant que cela n'est pas prouvé lors du procès, il n'est pas reconnu coupable. Pour avoir cette discussion, je dois supposer qu'une partie de ces preuves est exacte. Et si les preuves sont exactes, le fait qu'il se compare lui-même dans ses propres écrits à un terroriste, pour moi, c'est un point intéressant ici, n'est-ce pas? Il pensait qu'il créait la terreur. Il se peut qu'il ait eu l'intention de créer la terreur, la peur, le doute ou quelque chose, d'instiller un sentiment dans l'industrie de l'assurance qui provoquerait un changement. Ce n'était pas un crime personnel, d'après ce que je comprends. Il n'en voulait pas à Brian Thompson parce que Brian Thompson, individuellement, lui avait fait quelque chose, refusé une demande, blessé sa famille. Il ne s'en prenait pas à lui, d'homme à homme. Il s'en prenait à lui comme à une figure de proue de quelque chose de bien plus grand, ce qui veut dire qu'il essayait de faire passer un message bien plus vaste et, je pense, qui pouvait être interprété. Et tu parles des écrits, et je ne sais pas si tu vas en parler, mais bien sûr, il y a aussi les gravures sur les douilles qui sont là pour envoyer un message au public après que ce crime ait été commis. Donc, il ne s'agit pas seulement de tirer et de tuer une personne en particulier, c'est bien plus que ça. Oui, et il semblait que le plan était déjà un peu gravé dans le marbre parce que je crois que dans un document du tribunal, les procureurs accusaient Luigi Mangione d'avoir soi-disant surveillé les lieux. Il avait croisé Brian Thompson la veille et toutes ces informations très intéressantes sont apparues dans les dossiers judiciaires ces derniers mois. Et est-ce que cela vous surprend que le juge ait rejeté l'argument de la double incrimination? Nous avons vu de nombreux cas similaires au niveau de l'État et au fédéral, mais êtes-vous surprise que la défense ait cru avoir un argument solide pour la double incrimination ici? Non, je ne suis pas surpris que la défense ait avancé cet argument, ni qu'il ait été rejeté pour les raisons mentionnées, et car ce sont des crimes différents. Et bien sûr, c'est très important en ce moment parce que même si nous avons retiré l'accusation la plus grave à New York, les accusations fédérales entraînent non seulement la possibilité d'une peine de prison à perpétuité sans libération conditionnelle, mais aussi la possibilité de la peine de mort. Et il se peut que nous voyons maintenant les accusations fédérales passer devant les accusations de l'État, surtout avec ce qui semble être l'intérêt du gouvernement fédéral pour cette affaire. Nous pourrions voir ces accusations prendre le dessus sur celles de l'État et devenir encore plus agressives à la lumière de ce qui vient de se passer devant le tribunal de l'État. Et pensez-vous que cela change quelque chose pour son affaire fédérale, dans le sens où peut-être un juge fédéral pourrait aussi abandonner quelques accusations dans son affaire fédérale? Non, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'aspect terrorisme dans l'affaire fédérale. À bien des égards, l'affaire fédérale est plus facile à défendre. Ce qui vous expose à la peine de mort dans l'affaire fédérale, c'est le fait de tuer quelqu'un avec une arme à feu. Et c'est évidemment ce qui s'est passé ici. Maintenant, il faut quand même passer devant un jury. Il faut encore examiner toutes les circonstances aggravantes et atténuantes et convaincre un jury. Mais c'est un chemin beaucoup plus clair vers un crime passible de la peine de mort dans le système fédéral. Et dans l'affaire fédérale, il ne s'agissait absolument pas de terrorisme. Et donc l'affaire au niveau de l'État ne devrait vraiment pas influencer cela. Cela ne devrait pas influencer la réflexion des juges.
Et à votre avis, vous savez, quand on regarde en quelque sorte la longue liste des chefs d'accusation auxquels Luigi fait face devant les tribunaux de l'État en Pennsylvanie et à New York ainsi qu'au tribunal fédéral, pensez-vous que les procureurs, parce que je me souviens, et vous vous en souvenez peut-être aussi, que lorsque l'affaire est tombée au début, on avait l'impression que tout le monde voulait en quelque sorte s'en prendre à lui, qu'il l'avait peut-être surchargé d'accusations? Certains diront que les procureurs ont multiplié les accusations contre lui. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il y a eu une surcharge d'accusations dans l'affaire de l'État de New York? Pensez-vous qu'il y a eu trop d'accusations? Quel est votre avis général? Je ne pense pas qu'il y ait eu une surcharge d'accusations. Je sais qu'il y a beaucoup de commentateurs qui pensent que c'était le cas depuis le début. Je trouvais cela un peu tiré par les cheveux. C'est une théorie assez nouvelle. Ce n'est pas clairement défini, comme l'a dit le juge, et cela a rendu la charge de la preuve plus difficile. Je dirais ceci sur l'affaire de l'État. D'une certaine manière, cela rend la charge de l'État beaucoup plus facile, n'est-ce pas? S'ils vont au procès sans avoir à démontrer qu'il s'agit d'un acte de terrorisme ici, tout ce qu'ils ont à prouver, c'est qu'il s'agit d'un acte de meurtre prémédité. Ils satisfont plus facilement à la charge de la preuve. Il est beaucoup plus difficile d'envisager une annulation du verdict par le jury si la seule question est de savoir s'il a tué quelqu'un et si c'était prémédité ou non. C'est beaucoup plus facile pour l'État. Donc, ça allège vraiment la tâche des procureurs. Je devrais préciser, en fait, que ce sont les procureurs du comté de New York qui ont poussé cette affaire jusqu'au procès. Cela pourrait être avantageux pour obtenir une condamnation parce que plus vous rendez une affaire difficile, plus il est difficile d'obtenir une condamnation, n'est-ce pas? Donc, cela pourrait être utile et cela pourrait finalement être au détriment de Mangione. L'autre chose qui pourrait lui nuire, c'est si vous avez maintenant éveillé l'intérêt du gouvernement fédéral et qu'ils pensent qu'ils doivent aller de l'avant, parce que si on laisse cela à l'État, il va finir en prison pour 25 ans avec la possibilité de libération conditionnelle. Et nous ne pensons pas que ce soit une peine suffisante pour un meurtre prémédité tiré sur quelqu'un dans le dos sur la 5e avenue. Oui, et moi, vous savez, je me souviens avoir couvert cette affaire. Nous en avons discuté lors d'un panel à CrimeCon et cette affaire divise vraiment les gens. Est-ce que ça t'étonne que cette affaire ait touché autant de gens? Et est-ce que ça t'étonne qu'il y ait encore des gens qui soutiennent Luigi, même si les procureurs disent qu'il y a beaucoup de preuves contre lui? Donc je ne suis pas surpris. Tu sais, je n'arrête pas de le dire et peut-être que je te l'ai déjà dit. Mais Bonnie et Clyde avaient des partisans et des fans, non? Et c'était une autre époque. C'était avant les réseaux sociaux. C'était avant que ce soit si facile de se faire entendre. Donc, l'idée que parmi les millions et millions de personnes qui vivent aux États-Unis, il y en ait qui soutiennent Luigi Mangione. Tout d'abord, le fait qu'il y ait des gens en colère contre l'industrie de l'assurance, ce n'est absolument pas surprenant. Je suis Assez fâché contre l'assurance. N'est-ce pas? Je comprends. Donc, il y a tout ce contexte sous-jacent. Il y a un intérêt incroyable pour les histoires de true crime, comme tu le sais mieux que personne. C'est vrai, Alors quoi? tu fais dans la vie. Et tu mets tout ça ensemble et tu permets aux gens de commenter librement sur les réseaux sociaux, comme je suis sûr qu'on aura beaucoup de commentaires en réponse à ça quand ça arrivera sur YouTube. On en a toujours. Donc tu obtiens beaucoup de contenu. Et je ne suis pas surpris qu'il y en ait qui le soutiennent. Je ne suis pas d'accord avec ces gens-là, mais ça ne me surprend pas. Oui, c'était aussi intéressant car lors de notre table ronde, on demandait au public qui pourrait être juré. Peut-être pas s'ils étaient à CrimeCon, mais on leur a demandé s'ils pensaient que Luigi Mangione était coupable et beaucoup ont levé la main. Certaines de ces personnes ont aussi levé la main en disant qu'elles l'innocenteraient ou l'acquitteraient si elles étaient jurées. Donc, c'est intéressant d'entendre les avis des gens et ce qu'ils pensent de cette affaire aussi, même si les procureurs disent qu'ils ont beaucoup de preuves contre lui. Rich Schoenstein, merci d'être ici aujourd'hui. Je vous suis reconnaissante pour votre temps. C'est toujours un plaisir de vous voir. C'est toujours un plaisir de vous voir ici. Bonne journée. Merci, Rich. L'audience de Luigi Mangione en Pennsylvanie est fixée au 7 novembre. Sa prochaine audience à New York est le 1er décembre. La date de sa comparution devant le tribunal fédéral reste inconnue. Merci de nous rejoindre sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner.